Un grand débat inédit pour répondre à une crise politique inédite. Mais le hashtag grand débat a-t-il supplanté le hashtag Gilets jaunes? Nous avons mené l'enquête et voici les indices. Un débat qui, comme dans l'ancien monde, se déroule en public, filmé par les télés, à 1000 lieues des images des Facebook Live amateurs prisés des Gilets jaunes, un Macron omniprésent et des ministres qui deviennent des filmeurs pour les réseaux sociaux. Une posture inédite qui pose quelques questions. Une rhétorique rodée pour répondre aux Gilets jaunes, mais est-ce le bon mantra pour regagner des points dans le cœur des Français? Hashtag ira soumettre le résultat de cette enquête à Christophe De Vogt, professeur de rhétorique. Il va nous écouter avant de livrer son verdict. Mais d'abord, premier indice à propos d'un président qui descend dans l'arène. Ça, on l'a beaucoup dit, mais au point de prendre le micro à son ministre, à qui on vient pourtant de poser une question. Une question pour notre ministre de l'Agriculture. C'est un petit peu quand même. Quel est votre point de vue sur le glyphosate? Parce que nos abeilles sont en train de mourir. Non, je vais le faire, je ne vais pas le mettre en porte-à-faux. Alors, le glyphosate, moi je me suis déjà exprimé plusieurs fois, je suis pour qu'on en sorte. Je suis pour qu'on en sorte avec les alternatives intelligentes. Maintenant, est-ce qu'on peut dire il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si je le fais, je parle, et c'est pour ça que c'est à moi de le faire, je ne vais pas mettre le ministre en porte-à-faux par rapport à des engagements que j'ai pris. Si je vous disais ça, c'est simple, je tue complètement certaines filières. Enfin voilà, sur le glyphosate, je ne peux pas être plus clair. Je n'ai pas dit de bêtises, monsieur le ministre. Voilà, et la surprise, le ministre trouve qu'il n'a pas dit de bêtises. Alors ça en fait au moins un dont on sait ce qu'il postera sur son compte Twitter. Mais qu'en est-il des autres? De ces Français sceptiques qui, comme on l'a décrit les précédentes semaines, ont exprimé leur défiance sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Benjamin Grange de Dentsu Consulting. Benjamin Grange, bonjour. Grâce à vos outils, vous pouvez analyser l'évolution du ton sur les réseaux sociaux. Alors le hashtag grand débat lancé par le président a-t-il réussi le pari d'éclipser le gilet jaune? Alors le grand débat, à travers ce hashtag grand débat, on en parle beaucoup et il intéresse les Français. Est-ce que quantitativement on a plus de conversations que sur les gilets jaunes? Eh bien pas encore, ne serait-ce que si on regarde la dernière semaine où on a avec l'infographie suivante la comparaison des conversations autour des gilets jaunes et des conversations autour de grands débats, on voit qu'on est dans un rapport de 1 à 6. Alors, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, parce qu'il ne faut pas oublier que ce mouvement... C'est bien, vous faites les questions. Est-ce normal, Benjamin? C'est normal. Ce mouvement des Gilets jaunes, il est né sur Facebook. La conversation, elle s'opère, elle s'entretient à travers les réseaux sociaux. Là où, effectivement, le grand débat, eh bien, les réseaux sociaux servent de plateforme d'information et évidemment, on renvoie vers des moyens d'échange plus républicain, plus D'accord, classique. c'est pas un mouvement qui est né et qui se nourrit des réseaux sociaux comme les Gilets jaunes. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut en conclure que, au moins sur ce périmètre des réseaux sociaux, le grand débat est un échec relatif? Non, c'est plutôt un succès. Quand on va regarder le nuage de mots... Voilà, c'est les mots qui sont associés au grand débat. Voilà, c'est les mots qui sont associés au grand débat. La première chose, c'est que les internautes ont très envie de participer à ce grand débat. Alors pourquoi ils ont envie? Simplement parce que ce grand débat, c'est la dernière alternative. Depuis ce mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des avancées en décembre, mais depuis décembre, plus grand-chose. Donc en fait, ça apparaît, ce grand débat, comme le seul moyen pour les internautes de pouvoir s'exprimer. Participer. Voilà, participer. Alors, il y a performance, il y a des mots positifs, mais il y a quand même manipulation en gros. Alors, il y a 2 mots en particulier qui ressortent. Le premier, c'est le mot de manipulation. Évidemment, les réseaux sociaux comme caisse de résonance sont aussi la voix des plus pessimistes. Et donc, certains, des plus sceptiques, certains vont trouver que la méthode est peut-être manipulatoire parce qu'on a peu de visibilité sur les règles du jeu, sur le débat, et sur ce que l'on en fera, c'est-à-dire qu'est-ce qui sortira de ce grand débat, comment ce sera synthétisé, comment ce sera traduit en action. Simplement, derrière le fait que les internautes ne veulent pas être naïfs, il y a quand même cette volonté de dire, eh bien, c'est un moyen de faire entendre notre voix, utilisons-le à plein.
D'accord, ok. Donc globalement, il salue la performance, voilà, l'expression, on voit les mots popularité qui sont des mots plutôt positifs, ce que vous disiez. Alors, le point de performance, il renvoie directement à la performance du chef de l'État. Voilà, c'est ça, c'est positif, bien entendu. Voilà, positif pour le chef de l'État. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que les réseaux sociaux restent sceptiques. Et là, on voit que finalement, il salue la performance du chef de l'État. Oui, alors il salue la performance du chef de l'État dans son marathon débat. On salue la performance finalement de l'orateur. Et je vais même dire, c'est que quand on regarde et quand on zoome sur ce que dit l'opposition d'ailleurs de la performance du chef de l'État, nombreux sympathisants LR estiment même qu'Emmanuel Macron est plus sérieux et plus solide que leur propre leader. Bon, merci Benjamin. On va maintenant retrouver nos autres invités pour comprendre les ressorts de cette remontée d'Emmanuel Macron. Thierry Herran, spécialiste en communication digitale et politique. Chloé Morin, spécialiste de l'opinion chez Ipsos et ancienne conseillère opinion du temps de Jean-Marc Ayrault et Emmanuel Valls à Matignon. Alors en écoutant Benjamin Grange, est-ce que vous vous êtes dit bravo l'artiste? Je ne parle pas de Benjamin Grange, hein, c'est un artiste, mais je parle de Macron pour avoir réussi comme ça à retourner la tendance, même sur les réseaux sociaux qui lui étaient pourtant si critiques. Ce qui est intéressant, c'est d'abord que effectivement, il remonte, en tout cas, il ressoude son socle. Ce qui n'augure pas forcément d'une dynamique à venir, mais on voit que les sympathisants LREM se retrouvent à nouveau derrière Emmanuel Macron, d'où les quelques points qu'il a gagnés dans les sondages. Et en plus de ça, les quelques points qu'il a gagnés à droite, grâce à un discours sur l'ordre. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, les gens regardent ce spectacle comme un spectacle. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui va sortir du grand débat et ils y participent, mais de manière, disons, sans illusion. Même s'il salue la performance, comme le disait Benjamin Grange, même si ces mots ressortent pour vous, il n'y a pas d'illusion quand même. Le sujet, c'est est-ce que Emmanuel Macron a réussi à convaincre qu'il y a une forme d'authenticité et de sincérité dans sa volonté de changer les choses et de changer la manière dont il gouverne. Et ça, c'est un peu différent de la performance, parce que la performance, en fait, c'est quelque chose de... Voilà, oui, c'est théâtral, voilà, c'est presque une performance d'artiste, de sportif. Et la mise en scène, cela dit, il le sert, parce que ce qu'on voit dans les médias depuis plusieurs semaines, c'est un face-à-face entre lui et les Gilets jaunes. Et quelque part, si vous n'êtes pas du côté des Gilets jaunes, vous êtes par défaut un peu du côté de Macron. Et alors justement, mais quand même sur le média, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs vous le disiez Thierry Herran en préparant l'émission, on se parlait au téléphone, et puis vous disiez, oui finalement, bon, les Gilets jaunes font des Facebook Live qui durent des heures, Emmanuel Macron il répond comme ça dans des interventions qui durent des heures. Il y a quand même une petite différence, c'est que lui ne répond pas sur les réseaux sociaux, là, alors qu'il aimait bien être sur les réseaux sociaux, il fut un temps, là il est sur des débats dans des salles filmés par des télés. C'est intéressant ce changement de terrain, comment vous l'expliquez ? Je ne crois pas que ce soit totalement un changement de terrain, parce qu'en réalité, Emmanuel Macron n'était pas tellement dans l'interaction quand il était présent sur les réseaux sociaux. Au fond, il était plutôt dans la diffusion assez verticale d'images, beaucoup, donc on était beaucoup dans l'album. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que d'abord, le grand débat, c'est d'abord pour régler un problème politique. Bon, c'est quand même pour régler une crise politique. Or, ce que je trouve intéressant, et on le voit à travers le nuage de mots que vous avez montré, c'est qu'au fond, la stratégie de communication d'Emmanuel Macron, qui était quand même un peu à l'arrêt, c'est de faire un peu la stratégie du coucou, d'une certaine manière. C'est-à-dire la stratégie du coucou, on ne connaît pas, expliquez. Non, mais ça, la stratégie du coucou, c'est très simple. C'est qu'au fond, il met ses chaussons dans l'organisation du grand débat et il y déploie sa communication politique. D'accord, ok. Et en fait, dans le nid du grand débat. Il est dans le nid du grand débat. Et c'est intéressant parce que c'est un format qui lui va extrêmement bien. Et en fait, je pense que les équipes de communication d'Emmanuel Macron, enfin ce qu'il en reste, étaient très soucieuses de trouver un format qui le mette un peu face aux Français, au contact, là où il est plus dans l'improvisation. Du coup, la communication directe sur les réseaux sociaux ne passait pas parce que l'interaction... À la limite, passer encore moins, quoi. Parce que c'est pas le canal sur lequel il est le plus à l'aise. Et d'ailleurs, c'était peut-être pas le canal à lui recommander. Alors juste une petite vidéo que je voulais vous montrer avant de vous faire réagir. Emmanuel Macron, il a quand même posté une vidéo. C'était avant un débat à Évry-Courcouronnes, une vidéo sur son compte perso et de l'Élysée. Vous vous appelez comment ? Monsieur Malaska, Emmanuel.
Malouka Emmanuel. Il y en a d'autres qui veulent venir. Allez. Bonjour, Merci mesdames. de nous écouter, monsieur Macron. Vous allez bien? Ça va, on a besoin de vous, nos enfants ils ont besoin de vous. Voilà. La scolarité à l'école, c'est catastrophique. C'est vrai? C'est important pour nos enfants ici. Et pourquoi? C'est très compliqué. On a l'impression qu'on n'est pas entendu. Nos enfants, ils manquent tous les jours, ils manquent des professeurs, ils ne sont pas remplacés, des enfants qui sont au CP. Pourtant, vous avez vu, on a réduit le nombre d'enfants par classe. Hein. Oui, je sais, mais c'est compliqué, franchement. Alors une tentative isolée, mais qui nous a rappelé des images. On se rappelle de Nicolas Sarkozy, de Manuel Valls, comme ça au pied des tours, hein, dans les quartiers. Mais là, c'était intéressant, c'est que ça a été vraiment une petite tentative, comme ça, timide, hein, postée sur son compte Twitter, un commentaire. Non, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est au cœur du sujet. En fait, son enjeu aujourd'hui, c'est de convaincre à nouveau les gens qu'il veut faire quelque chose de bien pour D'accord. Ce que faire vous baisser disiez, la performance et la sincérité. On avait la performance dans les grands débats. Là, vous trouvez qu'on a la sincérité? En tout cas, oui, il essaye de démontrer zut, alors, il aurait cette sincérité-là. Il devrait le faire plus souvent, alors. C'est un mode... Oui. C'est vrai que ça rappelle Sarkozy sur la plaque d'Argenteuil, mais enfin c'était en 2005, c'était pas le même contexte. Là, au fond, on pourrait penser que c'est une image de campagne. Ça ressemble beaucoup à des images de campagne. Et en fait, le fait de dire qu'il est passé dans un registre où il est en campagne permanente, je pense que ça, c'est un peu sa stratégie aujourd'hui. Les grands débats le montrent. Et ces images le montrent aussi. Donc, et ces images le montrent aussi. Elles sont peut-être un peu trop flagrantes. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quoi que vous postiez, que ce soit des images Facebook ou les gens décryptent que c'est de la communication. Donc après, c'est est-ce que derrière, ils vont être convaincus ou est-ce qu'ils vont rester dans une posture de défiance en se disant ok, j'achète pas ta campagne de com. Mais c'est... D'accord. Alors il y a aussi une question, c'est celle du rôle des ministres. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, Emmanuel Macron répond à la place des ministres. Avant de vous faire agir, je voulais vous montrer d'autres vidéos et c'est intéressant parce que les ministres eux-mêmes lors des débats se transforment un peu en filmeurs. Hein. Ils empruntent les codes des groupies qui avec leur téléphone portable filment et puis postent sur les réseaux sociaux. On le voit pour Sébastien Lecornu ou Julien de Normandie, un extrait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Emmanuel Macron qui arrive par surprise dans le local d'une association. Voilà, et donc le ministre filme. Ça pose question quand même sur le rôle des ministres. Non, je ne sais pas. Un ministre qui, comme ça, tient l'iPhone et puis finalement rend compte de ce que fait le président. Est-ce que ce n'est pas symptomatique de la place des ministres? Oui, non, c'est vrai. Après, on voit bien que la critique en fait, qui s'adresse à l'exécutif depuis un moment, c'est cette espèce de distance et que, en fait, on va dire, de toute évidence, consigne a été donnée à l'ensemble des ministres de monter au créneau et soit d'avoir des scènes qui sont plutôt assez sympathiques comme celle-là, soit se mettre plutôt aussi à hauteur de claque, si je peux dire. Donc en fait, à hauteur d'engueulade, comme on dit. Et on en voit aussi beaucoup des images comme celle-là. Donc, on va y venir. D'accord, mais là, monter au créneau, ça veut dire poster des images, s'impliquer, pas dans le débat en live, mais sur les réseaux sociaux, de montrer, voilà, de faire feu de tout bois. En fait, il faut absolument montrer qu'on est dans l'action avec les gens et en embarquant tous les Français. Ça, c'est aussi important. Il n'y a pas d'oubliés. Alors, il n'y a pas d'oubliés. Là, c'est intéressant parce qu'on le voit avec des Français. Hein. La question qui se pose, c'est quid des Gilets jaunes? Parce qu'on s'était imaginé, on avait même commenté ici quelques images de tentatives timides de ministres rencontrant des Gilets jaunes. Et bien finalement, une seule est allée sur ce terrain. C'est Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer. Le 26 janvier, elle rencontre des Gilets jaunes devant les caméras. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? On veut moins de taxes, on veut du pouvoir d'achat. Et ça, normalement, ça devrait être réglé rapidement. Est-ce que vous croyez véritablement que les membres du gouvernement, que les parlementaires, que les représentants du peuple ne le savent pas?
croyez vraiment que tout le monde n'essaye pas d'apporter des réponses? Pourquoi vous ne nous apportez pas nos réponses, les réponses aux questions qu'on vous demande? Les gens, ils ont faim, madame. Je sais, les Français, monsieur. ils ont faim. Vous savez, moi, je ne reste pas dans mon bureau comme la plupart des membres du gouvernement. On est sur le terrain, on côtoie les gens, dans nos secteurs d'activité, enfin dans les missions qui nous ont été confiées, ou plus largement d'ailleurs, hein, parce qu'on est des Français comme les autres. Moi, vous savez, la politique, c'est pas un métier, hein, c'est un engagement. Voilà, alors lui, il n'a pas que le gilet jaune, il aura le bonnet jaune en plus. Hein, il est bien remonté. C'est pas facile pour la ministre, mais elle ne renonce pas à convaincre pour autant, puisque dans la foulée, elle invite via Facebook la leader gilet jaune Priscilla Ludowski qui se rend au ministère. La ministre poste une photo sur son compte Twitter, mais une caméra d'une télé des Dom-Tom est présente. Des images peu relayées et de mauvaise qualité, mais que la gilet jaune Priscilla Ludowski, fidèle à la tradition de transparence du mouvement, met sur sa page Facebook. Voilà. Je vais les balayer rapidement, parce que je ne vous apprendrai rien, hein, mais je vous transmets simplement les messages qu'on me transmet. Au sujet de la démocratie, ce qui a été évoqué ce qui coïncide avec ce que demandent les Gilets jaunes sur l'Hexagone, c'est la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. Voilà, elle est venue sans son gilet, mais enfin quand même, elle reste gilet jaune emblématique. Est-ce qu'il y a une différence et on voit assez peu de ministres sont allés au contact de personnes vraiment en gilet jaune. Là, elle le fait. Est-ce qu'il y a une différence entre ce genre d'images et des images au contact de Français, comme on l'a vu avec les grands débats ? Non, je pense que c'est... À travers toutes ces confrontations, finalement, le spectateur, le français lambda, non-gilet jaune, il voit bien qu'il y a des contradictions extrêmement nombreuses entre les discours des uns et des autres. Et donc, il se dit, mais comment on va sortir de tout ça? D'accord, finalement, on est en empathie. Quand on voit ça, on est plutôt en empathie avec la ministre face à cette personne qui a des revendications qui sont un peu floues, etc. On se met du côté de... En tout cas, on relativise le soutien à une espèce de mouvement comme ça qui représenterait les intérêts de tout le monde et qui serait juste porteur de l'intérêt général sans dire quelles sont les solutions précises. Oui, Thierry Rand. En tout cas, du point de vue du strict point de vue de la communication, même si je ne sais pas si après ça fait bouger beaucoup les lignes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été en capacité d'être beaucoup plus en empathie, entre guillemets, avec même la façon dont les Gilets jaunes communiquent. Elle, c'est Annick Girardin. Annick Girardin, oui. Deuxièmement, elle rentre dans le protocole de com, là. Elle poste sur Facebook, donc elle va en fait sur le terrain qui n'est pas le terrain habituel des ministres, elle va sur un autre terrain, elle va plutôt du côté du terrain des Gilets jaunes, et surtout, et c'est là quand même qu'on voit que la communication politique c'est aussi fait pour s'adapter, elle ne s'adapte pas en acceptant que ce soit filmé, alors que je vous rappelle quand même que, ça avait été fait à l'insu du plein gré de François de Rugy. Oui, la première rencontre surtout avec les que ça avait Gilets été refusé par le Premier ministre. Absolument. Et elle accepte que ce soit filmé. Bon, l'image n'est pas spectaculaire. Il ne se passe pas tant de choses que ça. Mais ça veut dire quand même, il y a au moins, ça traduit quand même une volonté d'ouverture. Alors pourquoi elle est la seule à le faire ? Si c'est si super que ça. C'est une prise de risque qui est importante et dans ces cas-là, vous courez toujours le risque que ne soit retenue que la petite phrase qui va venir conforter l'image que les gens ont déjà de vous. D'accord. Ouais. Typiquement, si elle disait quelque chose qui pourrait sembler arrogant, la plupart des gens qui sont opposés au gouvernement aujourd'hui n'en retiendraient que ça. Oui. Non, mais c'est pas un ministre qui est en première ligne totalement. Ah d'accord, on peut faire quand on est ministre en deuxième ligne. Vous voyez, quand on est Premier ministre, le sujet, je comprends qu'on s'interroge. Vous voyez, c'est un peu différent. Alors, on va faire réagir justement Christophe De Vogt à tout ça, mais juste avant, il y a des questions de rhétorique qui sont intéressantes et c'est qu'est-ce qu'on répond face à ces gilets jaunes. Marlène Schiappa, sur le plateau de Cyril Hanouna, tente de faire la synthèse des propositions. On regarde. Voilà, la proposition de Jean-Marcel. Je rappelle juste un truc, Cyril, si vous me le permettez. Je suis désolée, j'ai un peu le mauvais rôle, mais là... Bien sûr, mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Là, on a plein de propositions qui sont vraiment toutes hyper intéressantes. Mais pour l'instant, on n'a que des propositions qui enlèvent de l'argent au budget de l'État. Non. Donc il leur l'ISF et les niches nous font rentrer de l'argent. Vous avez raison, mais on est quand même avec plus de la TVA et les TVA. Non, mais s'il vous plaît. C'est vrai qu'on a l'ISF et les niches, mais ça ne pourra pas financer tout ce qu'on a. Non, mais la TVA, le s'autofinancement. Mais il n'y a rien qui coûte. On revient sur les intérêts qu'on paye, 1400 Non, mais il n'y a pas de milliards. souci. Je fais juste une petite alerte. Si on pouvait avoir un moment une proposition qui fait aussi rentrer de l'argent et qui permet... Alors, on a beaucoup commenté cette mise en scène de télé-réalité, mais vous, ce qui vous intéressait, Thierry Rand, c'était la démarche de la ministre. Pour chaque dépense, il faut une recette en face. Est-elle la maîtresse d'école ? Eh bien, elle vérifie que c'est bien le cas. Un mot d'ordre qu'on retrouve dans la bouche du président.
Il faut proposer des vraies réformes, mais la vraie réforme, elle va avec la contrainte, les enfants. Parce que si derrière on veut ceci, comment on le finance? C'est pas open bar. Le bar, c'est le nôtre. Et ce qu'on boira et qui n'était pas sur notre compte, c'est nos enfants qui ne l'auront pas. Alors, élément de langage intéressant? Ah non, mais moi je trouve qu'il y a une phrase extraordinaire, c'est les enfants. Ça, c'est quand même formidable. Voilà, il y a la version maîtresse d'école, la version papa. C'est intéressant ce que ça raconte quand même. Ça raconte qu'en fait, on crée un grand débat, mais qu'en réalité, on ouvre donc le jeu au maximum, mais en réalité, on n'a surtout pas envie de l'ouvrir totalement, donc on cadre le débat au maximum, y compris les fonctionnalités sur la plateforme. Qu'est-ce qui montre que c'est cadré? Qu'on dise les enfants ou qu'on dise non, vous proposez une dépense, vous proposez... Ce qui est cadré, comme tout ce qu'il y a dans les questionnaires du grand débat, c'est de dire, si on réduit les impôts, alors il faut réduire les dépenses publiques. C'est ça le cadrage. Et en fait, là, le problème, c'est que c'est ça qui est drôle en fait dans cette histoire, c'est que ça échappe à Marlène Schiappa qui donc dit, je lance une alerte, il y a une colonne qui est beaucoup plus écrite que l'autre. Attention, on est là en train de suivre la jauge. Non, mais c'est intéressant. D'accord. Donc non, mais en fait, tout est fait pour cadrer un maximum. Pour cadrer le débat. Un mini mot pour terminer. Non, je pense que c'est notamment l'échange avec Marlène Schiappa illustre complètement l'un des objectifs, à mon avis, du gouvernement dans ce grand débat. C'est justement de mettre les Français dans une posture infantilisante de l'enfant qui découvre qu'il ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. C'est ça. C'est ça, il faut apprendre la frustration et la responsabilité. Exactement. C'est un peu ça. Alors, merci à tous les deux. On va voir ce qu'en pense Christophe Devogh, spécialiste de rhétorique. Alors, Christophe Devogh, bonjour. Je vous ai vu écouter et réagir. Un petit mot sur un commentaire à faire sur cette rhétorique gouvernementale, d'apprendre aux enfants la responsabilité. En effet, les enfants. Après avoir vu Marlène Schiappa en maîtresse d'école, on voit le président de la République lui-même, vous dites en père, vous avez raison, en père instituteur, on va dire. Et c'est un véritable cadrage, là, non seulement du débat, mais c'est un cadrage de l'interaction. Et du public et de l'audience, c'est-à-dire que vous êtes mes enfants. Ouais, ben voilà, c'est un président jeune, finalement, il sait être le papa. Est-ce que c'est pas mal, alors, finalement? C'est toujours pareil, en rhétorique, comme en communication d'ailleurs, on est toujours sur la crête. C'est-à-dire que ça peut passer très vite d'un côté ou de l'autre. Ah, et alors là, il est où, là, sur, la crête? Il prend de toute façon un gros risque. Faire des débats de 3, 4, 7 heures, plus c'est long, plus c'est difficile, et plus vous avez le risque d'un lâcher prise, et d'un moment vous allez, et à plusieurs reprises dans les débats, on n'a pas trop parlé, il se lâche un petit peu, et ça peut revenir en boomerang avec nos chers réseaux sociaux. Donc, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant finalement, parce qu'on a toujours salué la performance, même si parfois il a un peu, mais comme vous dites, manqué, vous avez vu basculé. Vous avez vu Benjamin tout à l'heure que il y a performance et manipulation. Vous voyez, c'est ça que j'appelle la crête. C'est-à-dire que très vite, l'un peut l'emporter sur l'autre. Et ça, il faut qu'il fasse tout de même un petit peu attention. Avec les jeunes, il a dit bon, je pense avoir répondu à toutes les questions. Ce qui n'est pas une façon de quitter son auditoire tout à fait, je dirais, orthodoxe. Et alors, justement, il y a un autre parallèle qui est intéressant, c'est que dans ces débats, on a vu Emmanuel Macron, et ça nous a frappé, parfois prendre un ton, des mots, du vocabulaire, des expressions d'un de ses prédécesseurs. Je vous propose de revoir un petit extrait, vous allez voir à qui on pense. C'était toujours à propos du glyphosate. Le glyphosate, c'est quoi? C'est le Roundup. Bon, si vous êtes noisetier, bon courage pour le faire sans les produits, y compris qui ne sont pas forcément bons pour avoir vos cultures. Donc, ça fait longtemps que ça existe. 2, il faut en sortir. Je vais vous dire, là aussi, ce n'était pas un engagement de campagne, mais peu de temps après avoir été élu, on a le sujet qui se porte à l'Europe. L'Europe voulait nous remettre 15 ans d'autorisation. C'est parce que la France s'est battue qu'on a obtenu 5 ans. Non, l'Europe 5 ans. Et nous, on a dit, on fera tout pour sortir en 3 ans. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Je ne vais pas vous mentir, on dirait quand même du Sarkozy dans le texte. C'est assez incroyable parce que Emmanuel Macron nous a aussi habitués à des tournures très recherchées, à du vocabulaire un peu désuet. Alors que pensez-vous de ces différents registres? La règle fondamentale de la rhétorique, c'est qu'il faut avoir le code de l'audience. Donc il faut absolument qu'il se débarrasse de son image de technocrate. Et là, ça marche alors en faisant du Sarko? Ça marche à moitié. Alors c'est du Sarko. Alors vous savez, Sarkozy, très, très fair-play, a dit c'est moi en mieux. Ouais, voilà. C'est lui en mieux. C'est lui en mieux, vous êtes d'accord? Non, sur certains points, notamment dans la connaissance, la clarté, l'articulation, c'est peut-être lui, il est peut-être un peu moins bon dans l'empathie, en revanche. Et dans le côté, justement, le technocrate qu'il cherche à détruire,
en prenant le prof qu'il joue à la place. Mais le technocrate revient très vite. Il connaît tous les sujets. Exactement. Là, Mais le technocrate revient très vite. 1, 2, l'esprit analytique, qui est tout à fait frappant de sa rhétorique, avec marqué par les doigts. 1, 2, vous savez, là vraiment le plan typique, comme on dit, Sciences Po ENA. Hein, avec l'incise, la concession, même s'il faut tenir compte d'eux. Vous voyez, donc vraiment, on est dans un début de plan de grand taux de l'ENA. Et ça, le technocrate... ça nous avait échappé, nous on n'a pas fait l'ENA, excusez, voilà. D'accord, donc chasser le naturel, bien au galop. Je prépare les étudiants, donc là je peux vous dire que je reconnais quand même des habitudes, des habitus, comme dirait Bourdieu. Et regardez bien les doigts, hein, il compte lui-même, 1, 2, 3, et puis le geste à la fin qui coupe le débat. Et qui coupe au débat, quand il dit « Bon, hein, je vous préviens, de toute façon, on ne peut pas avoir l'un et l'autre, le beurre et l'argent du beurre, les dépenses, etc. » Et ça, est-ce qu'on peut encore appeler ça un débat? Avec des enfants, on ne débat pas. Autrement dit, on est plutôt, et c'est tout le problème du body language, comme on dit, hein, qui contredit parfois la rhétorique, c'est-à-dire que c'est tout de même une leçon et une explication, beaucoup plus qu'une interaction. D'accord, oui, c'est le body language du grand oral de l'ENA, hein, donc voilà. Où il excelle, oral, par définition, et il passe à chaque... Moi, je suis admiratif, puisqu'il passe 45 € de spécialité de l'ENA sur tous les sujets, à chaque rencontre avec les Français. Bravo, bravo l'artiste. Et alors, je voulais comparer aussi, pour terminer, avec le Premier ministre, hein, qui lui, alors ça nous a surpris, mais est parfois dans des registres, mais alors totalement différents. Le président est omniscient, et bien pas son Premier ministre. Je commence par vous dire que je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Hein. Tout à l'heure, madame, vous m'avez posé une question sur les semences non modifiées. Je vous promets que je vais vous répondre, mais pas comme ça, pas ce soir. Mais non, je sais que c'est un vrai sujet. Je n'ignore pas que c'est un vrai sujet. Mais je n'ai pas les réponses suffisamment techniques pour vous les donner comme ça de chic. Ce que je vous propose, c'est soit vous me donnez votre adresse et votre nom, en tout bien, tout honneur, hein. Et je vous réponds, soit ça passe par monsieur le maire, si vous préférez qu'on garde nos distances. Bon, très bien. Mais je vous promets que je peux vous faire une réponse argumentée, mais je n'ai pas réponse à tout. Bon. Voilà, il n'a pas la réponse, hein, mais ça ne l'empêche pas de prendre la parole et puis de créer de l'empathie peut-être. Que pensez-vous de cette stratégie? Parce qu'on a presque l'impression que c'est une stratégie de communication, là. Alors ça, je ne sais pas. Je crois qu'il est à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Je crois que d'abord l'humour est un registre que Édouard Philippe cultive, je crois qu'il est naturel, peut-être plus que chez Emmanuel Macron. Oui, il a un humour, je dirais un peu peut-être comme François Hollande avait, oui, qui lui est plus naturel. Je pense que là, il joue une stratégie peut-être ou peut-être pas. En tout cas, ils sont complémentaires plus que contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a justement le premier de la classe. Affaire à deux énarques après tout. Hein. Le premier de la classe qui lui sait tout, tous les dossiers, et lui qui dit bah, je ne sais pas tout. Et l'empathie est plus évidente puisqu'il n'est pas donneur de leçons, on est bien d'accord là. Il dit pas les enfants, il dit madame, et il dit pas ma petite fille. Vous voyez, on est dans un registre. Oui, et puis c'est vrai qu'il est assis parmi les gens, il se retourne. Enfin, on n'est pas du tout dans la même configuration. D'accord, bien merci beaucoup Christophe Devoogd. Merci à Marie Lebon, Benjamin Bataille et Laurent Ferré. On se retrouve tout de suite pour le débrief. Je pense qu'il est plus dans une attitude, je vais même dire d'instituteur. Qui ne fait pas beaucoup d'humour non plus d'ailleurs. L'humour, vous pouvez le faire avec un public nécessairement adulte, c'est-à-dire jeunes adultes. Vous pouvez le faire avec des étudiants. Quand on dit les enfants, on ne peut pas. C'est peut-être l'autodérision qui aiderait davantage à casser son image d'arrogance. Et il ne fait jamais d'autodérision. Or, il n'y a pas d'humour sans autodérision, c'est ce que disait Churchill. Hein.